Salut et bienvenue sur Science Sport Endurance. Alors Clément, comment ça va? Salut Jérémy. Ah bah moi super. J'imagine surtout qu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir Stéphane Brunière, un grand aventurier. Salut Stéphane, comment ça va? Eh ben écoutez les gars, ça va très très bien. Et bonjour à tous déjà et bonjour à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Ouais. Et donc pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu nous dire qui tu es? Eh ben écoute, je pense que si vous avez fait appel à moi pour enrichir votre podcast, c'est sûrement que j'ai un lien avec le sport et effectivement j'ai fait partie de cette belle époque où on courait encore avec des dossards en ultra trail. Mon premier trail a été en 2003 et je suis rentré dans la porte de l'ultra trail en 2009 pour connaître des belles heures avec des belles réussites à partir de 2012 jusqu'à 2016 avec notamment un top 10 à l'UTMB, plusieurs diagonales des fous, 3 à 4 ultra trail par an. Et puis à partir de 2017, j'ai décidé, je pense que j'étais aussi arrivé à une certaine zone de confort. Cette zone de confort, ça veut dire que c'est pile poil le moment où dans le sport, on n'a plus besoin d'être vraiment dans la recherche et développement pour avoir le sentiment d'être meilleur à la course d'après. Et donc, comme j'avais ce sentiment-là et que ça me déplaisait un peu, j'ai décidé de rentrer dans quelque chose où là, il fallait vraiment se réveiller tous les matins pour mettre en place tout un entraînement pour rentrer dans l'aventure, et notamment avec quelques aventures en ski roue, en kayak, et tout dernièrement, il y a un an tout pile, je traversais l'Atlantique à la rame, et voilà, donc ça c'est mon pédigré sportif. Sinon, j'ai 44 ans, je suis pas de la première génération, mais bon voilà, j'arrive encore à me maintenir avec de nouveaux défis qui vont bientôt arriver au travers de l'Hexagone, à vélo, malgré les conditions. Avant tout, je suis vosgien, plutôt fier de l'être. J'habite dans un tout petit village près du lac de Gérardmer, pour ceux qui connaissent peut-être au travers du triathlon de Gérardmer, qui est une épreuve voilà tout près des pistes de ski. J'ai la chance encore d'être en pleine nature, de pas être trop impacté par la Covid et de pouvoir vaquer à mes occupations de sport outdoor. Ce matin, c'était du ski de rando, cet après-midi du vélo et c'est du trail et c'est à peu près tous les sports, du parapente et tout ce qu'on veut. J'ai cette chance d'avoir un terrain de jeu juste magnifique. Ouais, donc c'est vrai que les Vosges, c'est quand même un coin sympa. Du coup, on peut dire que toi, au final, t'as commencé dans le trail au moment où c'était les débuts du trail en France, un peu. Ah ouais, je peux dire que je vais pas dire que je suis un dinosaure, mais pas loin, parce que en 2003, quand je prends pour la première fois un dossard qui ne s'appelait pas vraiment du trail, parce que c'était une vieille course qui faisait 30 km sur les crêtes vosgiennes, d'ailleurs ça s'appelle les crêtes vosgiennes. Ensuite, je suis allé faire les Templiers, 72 km du côté de Nantes, N-A-N-T, près de Millau. L'origine des Templiers, c'était dans un tout petit village là-bas, et effectivement, on n'appelait pas encore vraiment ça du trail, ou auquel cas, quand on disait du trail à son entourage, on n'avait vraiment pas l'impression qu'il savait de quoi on parlait, et on avait même l'impression que c'était presque un sport français, parce qu'il y avait peu d'étrangers qui venaient courir en France ces épreuves, où il y en avait à peine une dizaine dans l'Hexagone, et maintenant il y en a 10 par département et par week-end, j'ai envie de dire, enfin quand on prenait encore des dossards. Donc effectivement, je suis un peu dans les débuts, et j'ai connu toute cette période où effectivement on avait l'impression que toutes les marques, chaque individu essayait de trouver des solutions pour au niveau des sacs, au niveau des chaussures, au niveau des vêtements, et ça partait un peu dans tous les sens. Et pour arriver dans les années 2010, 2011, 2012, où effectivement on est arrivé à quelque chose de codifié, où on avait à peu près trouvé tous les préceptes, et sont arrivés sur le terrain après des athlètes qui se préparent exclusivement ça avec des niveaux de rentabilité et avec des performances énormes. On avait passé la phase d'amateurisme où on était encore dans de la recherche-développement, on cherchait des choses, à quelque chose où on optimisait au maximum pour voir toutes ces générations arriver depuis les années 2010, 2011, où effectivement on a vu des niveaux de performance et de fiabilité et de connaissance de ce sport-là arriver sur le terrain. Et effectivement, je peux dire que j'ai connu toutes ces époques, parce que j'ai de 2003 à 2017, où j'ai pris mon dernier dossard à Diagonale des Fous. Effectivement, c'est toute une génération, toute une époque qui m'a plus de 15 ans dans ce sport-là, et c'était chouette. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand en 2004-2005, avec des copains du côté de Saint-Dié, on voulait se rapprocher d'un club d'athlétisme, et que ils nous avaient purement et simplement répondu: est-ce que vous voudriez pas voir pour vos activités, plutôt que de venir chez nous, vous devriez peut-être plutôt aller voir du côté du club vosgien, des randonneurs, quoi. Voilà comment c'était encore considéré. Et maintenant, je peux te dire que la plupart des clubs de fédération française d'athlétisme sont bien contents d'avoir une section trail. C'est ce qui regonfle un peu les rangs, quoi. Ouais, et puis il y a eu une grosse, ce que tu disais sur les résultats, une grosse professionnalisation du sport.
avec un modèle économique qui s'est créé autour de tout ça. Exactement. Alors, le modèle économique, tu sais, encore à l'heure actuelle, il est surtout pour les marques, parce que pas trop pour les athlètes. Je peux te dire quand même que effectivement, les athlètes n'en tirent pas non plus à juste titre, je trouve, vu l'engagement personnel qui est demandé. Ils pourraient largement avoir une part du gâteau plus importante que celle qu'elle est à l'heure actuelle. C'est certainement un autre débat, mais peut-être que ça viendra. Enfin voilà, il y a eu un coup de frein avec cette histoire, mais sinon effectivement, ça mérite davantage parce que pour avoir connu ça quelques années, le niveau d'investissement personnel pour pouvoir parvenir à faire partie des tout meilleurs en ultra trail, je peux te dire que c'est quand même un gros boulot, quoi. Ouais, et du coup, en parlant d'investissement de personnel, ça représentait quoi une préparation pour un ultra trail? On va parler des plus belles années, celles où on a l'impression que tout va bien. Après, c'est un travail de longue haleine qui a débuté quand même quelques années auparavant, mais on va dire qu'à partir de 2011, 2012, sont des périodes d'hiver où je cours très peu, mais je fais de la préparation physique générale. Je prépare l'ensemble du corps. C'est un peu, j'ai presque envie de prendre le modèle du gars qui voudrait faire du rallye automobile et qui voudrait faire le championnat du monde des rallyes WRC, et il va passer tout l'hiver à construire sa caisse. Donc à mettre des gros renforts, à faire un châssis en carbone qui va pas casser, qui tient vraiment la route, des bons amortisseurs, enfin vraiment une vraie super caisse. Et à partir de fin février, début mars, je commençais tout doucement à mettre un moteur dans cette caisse. Et puis arrivé au mois d'avril, j'attaquais les premières courses. Donc je travaillais 15-20 heures par semaine à faire du ski de fond, du ski de rando, beaucoup de PPG, beaucoup de cordes à sauter, voire de l'escalade ou de la natation, un peu de footing pour garder du pied, mais toujours à l'intérieur de ces séances de course à pied, il y avait toujours des exercices de saut, de renforcement, de hors-piste, etc. Et puis, arrivé au mois de mars, en même temps que, j'ai presque envie de te dire, la sève remontait dans les arbres, et moi, je ressortais parce que le temps était meilleur. Et puis surtout, je me suis très peu blessé, du coup, grâce à cette préparation hivernale. J'avais envie de courir parce que j'avais pas beaucoup couru de tout l'hiver, donc j'avais faim. J'avais une véritable grosse envie de courir. Et puis, entre guillemets, ma partition avec 2-3 ultras par an, voire 4, ça arrivait. Et par contre, là, c'était en pleine saison, c'était entre 20 et 30 heures par semaine. 30 heures par semaine de course à pied? Ouais, course à pied, vélo, et voire même entre 2013 et 2017, j'étais presque arrivé entre 2016 et 2017 à 50% de vélo, 50% de course à pied. Si tu veux, la proportion de vélo d'année en année prenait de plus en plus de place. Non que j'avais besoin de moins courir, mais l'âge avançant, je voulais pas répéter les chocs, je voulais pas me blesser, et j'avais bien compris que les sports à choc n'étaient pas nécessaires. Ça veut dire que j'optimisais entre guillemets toutes les séances à pied par des séances qui étaient vraiment spécifiques, liées. L'outil que j'utilisais beaucoup, c'était j'analysais la course d'avant pour déceler certains secteurs à travailler, ou en tout cas qui deviennent meilleurs. Ça me donnait des points d'appui pour être meilleur à la course d'après. Donc, mais surtout aussi bien appuyer mes points forts. Je passais plus de temps à travailler mes points forts que de travailler mes points faibles, et je faisais comme ça, j'ai envie de dire, d'une course à l'autre. Donc, et après, tout ce qui était gros volume, tout ce qui était habitude du corps a toujours été en exercice, beaucoup à vélo, VTT et vélo de route. Et à pied, tu t'entraînais exclusivement sur chemin ou tu faisais aussi pas mal de routes? Pas du tout de route. Alors je dis pas du tout, mis à part traverser une route ou des fois pour rejoindre un pote à l'autre, mais sinon jamais de piste, jamais de tout ça. Alors des fois juste pour la blague, mais sinon non, vraiment exclusivement. Et la plus grosse partie de ma carrière de trailer, elle s'est faite sur un caillou. Vraiment, je peux dire un caillou qui faisait. Il y avait un chemin qui faisait tout le tour de ce caillou, entre guillemets. Ça faisait 14 kilomètres le tour, donc c'est vraiment pas gros. Et le pied c'était 400 mètres et le sommet c'était à peine 800. Et je me suis entraîné là-dessus, même pour une diagonale des fous, même en vraiment un tout petit massif qui s'appelle le massif du Canvert près de Saint-Dié. Et j'ai fait des milliers de kilomètres. J'ai tracé des hors-pistes là-dedans pour aller chercher aussi les types de terrain qui allaient aussi m'attendre. Et ce qui faisait que dans ce tout petit endroit, j'ai réussi à peu près à réunir à peu près tous les types de terrain qui m'étaient. Ça allait du très technique parce qu'il y avait une descente dedans de VTT
où Rémi Thirion, qui fait partie des tout meilleurs mondiaux en VTT de descente, s'entraînait. Donc ça allait de ça à du roulant, il y avait tous les types de terrains. Enfin, moi, en tout cas, je les cherchais et je m'entraînais dans un tout petit endroit et ça m'a plutôt bien réussi. Je le connaissais par cœur. J'avais tout sous la main à 10 minutes de chez moi en courant. C'était parfait. Ouais. Ouais, c'était un peu ta piste d'athlète perso, quoi. C'est exactement ça. Et surtout, c'était aussi une façon de dire comme quoi il n'est pas nécessaire, parce que j'entraîne maintenant, j'entraîne beaucoup d'athlètes, j'entraîne quasiment 70 athlètes, c'est une grosse partie de mon temps utilisé aussi par semaine, cet accompagnement d'athlètes. Et j'entends souvent cette réflexion des athlètes qui te disent ah ouais, mais je sais pas comment je vais pouvoir faire, j'ai pas plus d'une côte de 200 mètres ou de 300 mètres. Et je leur dis souvent, je vais pas raconter ma vie, mais je leur dis si tu es capable de le faire sur 200 mètres, je vois pas ce qui te pose problème de le faire sur 1000 mètres, c'est toujours la même chose. Une fois que tu as compris comment il fallait faire pour monter, tu le reproduis, ça dure un peu plus longtemps dans les Alpes, mais bon, ça veut dire qu'il faut attendre un peu plus que d'arriver au-dessus, mais sinon ça change pas grand-chose, quoi. Et du coup, une autre question par rapport aux compétitions en ultra, c'était, t'avais quelle gestion, enfin, ton effort, il était géré, tu préparais quelque chose en amont ou c'était plus à la sensation pendant la course? Je vais vraiment pas te faire une réponse de Normand, mais je vais vraiment faire une réponse qui satisfait personne, vraiment une réponse à la con, mais n'empêche que c'était quand même la vérité. Je prenais le départ et j'étais en permanence très soucieux. Le très long terme, c'était 2,50 m devant moi et j'avais l'obligation de donner le meilleur de moi-même sur 2,50 m. Avoir la gestuelle la plus adaptée à l'environnement dans lequel je me trouve, et Dieu sait si on traille tous les 150, tous les 200 mètres ou tous les kilomètres, la gestuelle est obligée de changer parce que le terrain va changer. J'étais obligé de trouver la meilleure alchimie possible avec mon état physique, mon état de santé, parce qu'il évolue au travers d'un ultra, avec la fatigue, et je devais tout le temps être en action. Moi, je veux dire, j'avais cette phobie d'avoir la vitesse juste, la plus fluide possible, celle qui ne fait pas de bruit, une gestuelle qui ne consomme que très peu d'énergie, hormis celle nécessaire à mon avancement, et donner le meilleur de soi dans une bulle très étanche, avec très peu de pensées parasites au monde extérieur qui consomme de l'énergie, et que cette énergie-là, je ne peux pas la mettre dans mes jambes. Et voilà, j'optimisais tout comme ça. Et vraiment, je rentrais dans une espèce d'auto-hypnose où véritablement, j'étais sûr de donner le meilleur de moi-même, comme une méditation mouvement, ce qui procure aussi, mais ça, c'est la science qui le dit, un certain abaissement, un calme en soi, un abaissement du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, et au profit ce qui veut dire aussi que ça te procure peut-être la possibilité de pouvoir être en vitesse de base, en aérobie, quand on fait de l'ultra, un poil au-dessus que ce que tu pourrais être si tu es bourré de pensées parasites, si tu es trop tourné vers l'extérieur. Et une fois que j'avais atteint cet état, donc c'était beaucoup d'entraînement, d'heures d'entraînement aussi dédiées à cette méditation en mouvement, de ne penser qu'à avoir la tête ici et maintenant. À aucun moment, quand j'étais en train de courir au 17e kilomètre, j'avais la tête qui était au 25e dans le prochain ravitaillement. Non, c'était toujours ici et maintenant. Et j'ai presque envie de te dire, le décor, le terrain déroulait sous mes pieds, et arrivé un moment, il y avait un mec qui me disait hey, grand, c'est bon, t'es arrivé, tu peux aller boire une bière et rentrer chez toi. Et je ressortais de cet état-là. Et seulement à partir de là, on faisait les comptes. J'ai jamais couru avec une montre, enfin aucune compétition, j'avais une montre. Et c'est seulement arrivé à la ligne d'arrivée que je découvrais quel temps et quelle place j'avais mise, entre guillemets. Et je peux te dire que en 2009, quand j'ouvre un blog et que j'écris que je veux faire top 10 un jour à l'UTMB, ce qui me permettrait de pouvoir envoyer un message assez fort à mon père qui m'a toujours dit que je serais qu'un nul en sport et que j'arriverais jamais à rien, mais et que je veux te dire que 2013 je fais 14e, et en 2014 toute une équipe autour de moi, parce que j'avais préparé le truc, il y avait 2 équipes d'assistance, si jamais il y a une voiture qui tombait en panne, l'autre avait exactement le même matériel, j'étais à la seconde près, entre 18 et 22 secondes, je peux te dire que le sac il était reprêt pour aller jusqu'au ravitaillement d'après, enfin tout était travaillé à la seconde, enfin c'était juste un truc de dingue. Et quand arrivé au col des Montées, ils savent que je suis dans le top 10, moi j'avais pas de montre, aucun renseignement, et à partir de là, je vais te dire, je les voyais bouillir, ils avaient ordre quelque part de pas me le dire, je monte à tête au vent, je fais tout flégère. Et en redescendant de la Flégère, en fait, on place à la Floria, c'est un tout petit bistrot accroché à la montagne. On est à moins de 5-6 km de l'arrivée. Et en fait, je commence à être un peu poreux dans cette bulle étanche. Je ressors de cette bulle étanche et j'entends quelqu'un qui me dit énorme Stéphane, tu le mérites tellement, t'es 10e à l'UTMB. Et là, je prends conscience à 6 km de l'arrivée que je suis 10e de l'UTMB. Et je peux te dire que c'est les 6 km les plus difficiles de ma carrière. Parce qu'effectivement, la tête, elle était plus du tout où est le corps, c'est-à-dire vers la Floria, mais il était déjà sur la ligne d'arrivée avec toutes les pensées que ça peut apporter. Et là, ça a été, les douleurs sont arrivées, je commence à courir n'importe comment, ça tapait dans tous les sens, enfin, t'as vite envie d'être arrivé, enfin, c'était une véritable
une horreur. Donc voilà un petit peu pour te dire que effectivement, quand j'étais dans cet état-là, en train de courir, à chercher à optimiser chaque pas entre guillemets, en étant totalement concentré là-dessus et que le cerveau était nulle part ailleurs, j'avais un niveau de performance énorme. Dès que tu mets ta tête ailleurs que là où est ton corps, que ce soit pour ça, la musique, planter un clou ou faire je ne sais quoi, tu sais que tu perds en qualité et que tu ne passes pas du tout un bon moment et que ça le fait pas. C'est un peu comme l'histoire de la voiture de rallye, toujours pareil, mais que tu t'oublierais de mettre le pilote à l'intérieur. Il y a quand même, t'as beau avoir la plus belle bagnole, la meilleure bagnole, arriver au premier virage, il y a quand même des grandes chances qu'il termine dans le décor. Voilà comment c'était géré une course. Enfin, voilà comment je gérais un ultra, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, pour info, c'est 10e place en 2014 à l'UTMB, ça fait quel temps? J'avais mis 22 heures, 22h40, un truc du style. Ah ouais, même enfin, on se dit que le niveau a augmenté depuis, mais même par rapport à maintenant, ça reste aux portes du top 10. Ah, mais le niveau n'a pas vraiment augmenté, il s'est densifié. C'est-à-dire qu'avec un 22h40 en 2010, tu finissais troisième, j'ai envie de te dire, tu vois, et il y avait un écart entre le premier et le deuxième qui était des fois de plus d'une heure. Maintenant, effectivement, en une heure, t'en as passé 5, quoi, tu vois. Et exactement comme à la Diagonale des Fous, ma dernière Diagonale des Fous, je dois faire 10 ou 11e, je crois, dans les eaux-là, et je mets 26 heures et des bananes. En 26 heures et des bananes, je veux dire, depuis quand même un sacré paquet d'années, tu finis dans le top 3. Et là, ben non, ça s'est densifié. Je veux dire, toutes les 2 minutes, Ludo collait sur la ligne d'arrivée, il annonçait un coureur. Je crois que les 15 premiers, on est arrivé je crois qu'en 2-3 heures, on était tous arrivés, quoi. Enfin, les 15 premiers, quoi. Voilà, ça s'est densifié. Mais les niveaux de performance, bon, alors voilà, peut-être qu'un jour, tu vas avoir un mec sorti du chapeau et qui va te sortir un truc juste dingue. Mais grosso modo, on est toujours dans les mêmes ordres d'idées, toujours dans les mêmes temps. Rien n'a jamais été vraiment réinventé. Alors, faudrait peut-être passer maintenant par la case dopage pour pouvoir gagner un peu de temps, j'ai envie de te dire, mais Dieu sait si voilà, ce sport est. J'ose espérer, enfin, j'espère en tout cas que ce sport est totalement préservé de cette saloperie. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un sport qui n'a pas non plus une grande technologie qui pourrait faire améliorer les performances. Alors, on pourrait toujours imaginer des plaques carbone dans les baskets, mais en tout cas, on est véritablement dans un sport qui n'est pas que physique. Malgré le niveau de préparation, on ne peut pas se fier qu'à ça. On est obligé forcément d'avoir un gros penchant pour un côté psychologique, mental, et surtout un côté gaillard. Il faut être d'une certaine constitution quand on se balance sur un ultra trail en pleine montagne, un côté montagnard, un côté rustique, j'ai envie de dire, et que c'est quand même une alchimie de ces trois composantes, l'ultra trail. Alors, les distances plus courtes sont vraiment basées sur de la génétique et de la physiologie pure et dure qui vont être très, très déterminantes pour un résultat. Je veux dire, il y a des gens, ils peuvent s'entraîner nuit et jour, ils feront jamais mieux que 15 secondes au 100 mètres parce qu'ils n'ont pas un quantité génétiquement, un physique et un quantité de fibres musculaires rapides qui va leur permettre de pouvoir faire ce genre de truc. Idem pour d'autres sports. Un marathonien a besoin d'avoir un certain niveau de VO2 max aussi et puis une certaine génétique qui n'est pas que dans le travail et qui va lui permettre. En ultra trail, j'ai envie de te dire que il est quand même assez difficile de tirer un archétype type d'un ultra trailer. D'ailleurs, il suffit simplement de prendre deux extrêmes, un Xavier Thévenard, un Kylian, un François, ou même un Pau Capel, ou je sais pas quoi. On va quand même bien se rendre compte que ce sont des gens qui n'ont pas du tout le même type de physique. Ça détermine aussi que c'est d'autres composantes. Effectivement, il y a une composante mentale qui est quand même plutôt importante, mais celle-là, je pense qu'elle est à peu près identique à tous les sports. C'est-à-dire que effectivement, autant les pensées parasites peuvent détruire, autant les parades face à ces pensées parasites peuvent être comblées, mais ça, à la limite, c'est pour tous les sportifs, que tu sois marathonien, nageur, pongiste ou je ne sais quoi. Par contre, le côté rustique, véritablement joue beaucoup. Il y a pas de part, je veux dire, au chouchoutage. Il y a pas de part ouais, il faut être quand même un peu buffon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas être bourrin, hein, c'est pas. Faut être guerrier, quoi. Ouais, il faut un gros. Ouais, il faut ce côté montagnard, parce que sinon, finalement, si tu commences à être un peu en coton, un peu triathlète ou un peu coureur sur route, tu vas vite en prendre une dans les étiquettes et tu vas passer beaucoup plus de temps à trouver des excuses pour dire que tu n'y arriveras pas. Il faut y aller, basta. Ouais, faut pas faire semblant dans un ultra, surtout tous
sorties de nuit et compagnie, ouais, c'est rude, hein. C'est rude la montagne en courant comme ça pendant 160 bornes. Bon, du coup, petite parenthèse de 30 secondes avant de revenir au mental dans le trail. Tu as parlé de plaques carbone qui pourraient arriver dans un avenir machin, mais je crois même que c'est déjà sorti avec The North Face, si je dis pas de bêtises. Ouais, Pau Capel avait déjà fait des essais. Alors, j'imagine que vous allez me demander mon avis sur la question. Alors, on peut tout imaginer, j'ai envie de dire. Alors après, c'est mon humble avis. Ce que je veux dire, c'est pas du tout parole d'évangile, c'est pas du tout une vérité, mais je pense que il y a 20 ans en arrière, on faisait du cyclisme avec des vélos de 12 kilos ou de 10 kilos. Maintenant, on est arrivé à des vélos ultra légers et avec des systèmes, notamment des roues, et on voit bien que ça a un impact sur la performance. Je veux dire, le matériel, à peu près dans tous les sports, on se rend bien compte qu'en voile, avec une amélioration technologique et technique du matériel, on voit quand même bien que les bateaux sont plus performants, avancent beaucoup plus vite, effectivement. Alors attention, ne pas minimiser non plus, c'est ça que je veux dire, avoir ce pouvoir réducteur de dire ah bah dis donc, faire le Vendée Globe maintenant c'est quand même vachement plus facile que de faire le Vendée Globe il y a quelques années, parce que tu as vu ça, maintenant ils font tout, ça se fait comme ci, comme ça, électronique, machin. Non, j'ai presque envie de te dire, c'est d'autres compétences, c'est presque plus difficile, ou enfin en tout cas, je sais même pas si on peut juger vraiment ce qui était, par exemple, on va prendre la voile, mais ça veut dire que là maintenant il faut un niveau de réactivité c'est tellement fin, c'est tellement rapide, c'est tellement violent quelque part, le bateau t'as pas le droit à l'erreur, hein, parce que ça file. Alors c'est un niveau de concentration, un niveau physique qui est peut-être encore plus important entre guillemets. Alors est-ce que finalement, oui, alors on a vu débouler des baskets sur route, et là d'un seul coup dans toutes les corridas, alors tu avais tout le monde, notamment les clés de 12 qui se gargarisaient, a dit j'ai battu mon record. Le mec avait une paire de baskets avec des carbones. Alors d'un seul coup, après ça il attendait que la terre entière lui dise ah dis donc c'est merveilleux, t'es un champion. Alors c'est un peu dommage parce que tu en arrivais, t'avais juste envie de lui dire bon, est-ce que tu pourrais simplement pas nous expliquer ce que ça fait que de pouvoir courir beaucoup plus vite, mais finalement tu es toujours le même. Enfin, arrête de te prendre pour un autre non plus. C'est pas parce que tu as gagné 15 secondes sur un 10 bornes que d'un seul coup la terre va s'arrêter de tourner. Par contre, tu pourrais nous expliquer ce que ça fait d'être un peu en survitesse, ou c'est comme si le mec revenait de la montagne à avoir une forme de dopage naturel grâce aux globules, et puis de nous raconter un peu l'histoire plutôt que de nous faire croire que c'était devenu un coureur plus rapide. Non. Par contre, je pense qu'un champion qui va descendre en dessous des 20 heures à l'Ultra Trail du Mont Blanc, parce que, alors peut-être qu'en milieu type chemin ou pierre, on peut peut-être avoir un moindre rendu que sur une surface type bitume, hein, qui nous permet là d'avoir des données très précises. Enfin voilà, c'est plus fiable entre guillemets. Mais il faudra rien enlever non plus à la performance de cet athlète. Alors on parle de The North Face, forcément le raccourci est vite fait avec Pau Capel, et que le jour où il arrive à un niveau de performance incroyable grâce à des plaques carbone, j'ose espérer quand même que les rabat-joie ou les journalistes sportifs ne verront pas là non plus un raccourci en disant ah bah ouais mais bon il a réussi grâce. Non, c'est un énorme travail, un ultra trailer, et si il passe en dessous des 20 heures grâce à la technologie, à quoi bon? Je veux dire, ça va pas changer la face du monde, et ça va juste peut-être éclairer, ou ça va juste peut-être concerner un microcosme. Il faut pas non plus se prendre, mais par contre, ce sera une barrière symbolique, ce sera quelque chose, mais ça n'enlèvera en rien le niveau de performance de ces athlètes, et ce sera grâce au matériel. Et après tout, finalement, c'est de la recherche-développement aussi. Je veux dire, Antoine Guillon a toujours passé son temps à découdre et à recoudre ses sacs pour essayer d'en extraire le moindre gramme qui ne serait pas utile. Est-ce que finalement c'est pas la même chose? Enfin voilà, je veux dire, on va pas. C'est entre ceux qui ont des bâtons télescopiques qui sont pas obligés de les avoir en descente et celui qui garde des bâtons en monobrin. Enfin voilà, je veux dire, quelque part c'est un peu pour moi là du même niveau, quoi. Enfin et après tout c'est de bonne guerre. Et puis si les marques s'intéressent aussi au matériel dans le trail, ça veut dire que le trail n'est pas si délaissé que ça de la part de certaines marques, et c'est chouette. Ouais, c'est un marché à saisir. Alors, bien sûr que c'est un marché à saisir, parce que effectivement, là, on était en train de parler des champions, mais bon, alors là, par exemple, on arrive vers un penchant que je ne trouve pas forcément, si tu veux, très sain. Ce que je veux dire par là, très sain, c'est de la part d'athlètes qui misent peut-être aussi beaucoup sur le matériel, peut-être pour combler ce qu'ils sont pas capables ou qui ne font pas l'entraînement. J'ai envie de dire. Attention, parce
parce que différents athlètes vont utiliser justement la technologie. Alors certains, ça va être pour battre des records, mais le travail, tout le travail de base et tout le travail est actuellement fait autour du matériel n'est pas fait que pour les athlètes de haut niveau. En tout cas, les athlètes moindres, c'est un peu la problématique des baskets qui ont été faites dans les années 80-90 avec amorti. Puis qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on commençait dans le monde médical à développer des pathologies qu'on n'avait jamais encore vues. Bah ouais, un être humain qui va courir en posant son pied en avant de son bassin, talon en premier, c'est sûr que tôt ou tard, ça allait tabasser et que ça allait mal finir. T'as beau mettre de la mousse, de l'air, de l'eau, de ce que tu veux, effectivement, ça finit toujours par se tasser et surtout une belle jambe bien tendue avec le talon en premier, tôt ou tard, vu le bruit que ça fait, c'est comme quand tu casses un carreau, je veux dire, vu le bruit que ça fait, ça finit par casser. Donc, effectivement, ça n'a pas vraiment rendu service aux athlètes, notamment le gros de la troupe, j'ai envie de dire. Et que maintenant, ils en arriveraient presque à revendre des baskets qui sont encore plus chères que ce qui est, c'est un peu comme l'histoire du bio, et que finalement, pour réapprendre aux athlètes, limite à courir pieds nus sur le bitume, et puis tu vas vite voir qu'ils vont arrêter de taper talon en premier. Donc, cette histoire aussi d'avancée technologique, il ne faut pas non plus qu'elle soit supplantée par le véritable travail nécessaire à la réalisation d'un ultra-trail, par exemple. Et qu'il faudrait pas non plus imaginer que c'est le matériel qui va... du coup, j'ai pas besoin de beaucoup m'entraîner, le matériel va m'éviter de renforcement musculaire, j'ai pas besoin de beaucoup m'entraîner parce que les baskets vont me faire courir vite. Enfin, non, j'ai presque envie de te dire, ça devrait simplement être une récompense après, effectivement, tout un travail avec... le moins possible. Moi, j'ai fait partie des coureurs alors qu'on mettait dans la case minimalisme. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, je n'utilisais que ce qui me semblait essentiel. Une paire de baskets, tant qu'elle me protégeait des cailloux au point de pas avoir mal, voilà, ça me suffisait amplement. Je bouffais des heures de corde à sauter pour poser le pied comme bon semble. Un être humain a été taillé sur mesure pour aller cavaler avec une certaine posture, une efficacité liée aussi à une certaine fainéantise. Tu mets en tension une voûte plantaire, donc avec une pose de pied plutôt vers l'avant, tu mets cette voûte plantaire en tension, tu mets ce mollet en tension, tu mets cette cuisse, tu as un corps au-dessus plutôt en carbone, une énergie est dégagée naturellement toute seule, il n'y a pas besoin d'aller travailler beaucoup. Et puis à partir de là, c'est un renvoi et paf, si le corps au-dessus il tient la route, si qu'il n'est pas en drapeau, effectivement, ça propulse tout ce qui est au-dessus du bassin vers l'avant, enfin, en tout cas. Et l'être humain a été taillé pour ça. Donc, je veux dire, tout ce qu'on va y rajouter comme matériel, ce sera certainement pour peut-être l'améliorer, mais ne pas oublier qu'à la base, un être humain, il est fait pour courir et que d'une seule et unique façon. Enfin, je veux dire, moi, j'ai toujours couru comme ça. Donc, effectivement, même moi, le premier, si j'étais arrivé à continuer mon aventure trail et qu'on m'avait proposé effectivement des possibilités d'aller optimiser certaines choses à coup de plaques carbone, même moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Je veux dire, ça ne m'aurait posé aucun problème, ni même éthique. Je veux dire, voilà ce que je voulais aussi dire, entre guillemets. Et bien, mais j'ai du mal à imaginer qu'au Tour de France, éventuellement, il y a un mec qui dit, oh, non, je vais continuer avec un vélo de 12 kilos. Sinon, on joue pas dans le même sport, après, j'ai envie de dire. Et on va même aller plus loin. Presque le problème du dopage dans certains sports, il a été né parce qu'un jour, il y en a un qui s'est dopé. Alors forcément, tout le monde s'est dit, alors, si on veut faire le même sport, il va falloir qu'on se dope, quoi. Enfin voilà. C'est pour ça aussi que cette avancée technologique, il faut pas non plus trop vouloir lui, parce que je vois aussi les critiques qui pourraient être faites. Ah oui, mais donc voilà. Donc effectivement, une formation de base ne doit pas être supplantée par le développement technologique. C'est-à-dire que effectivement, à la base, nous sommes un corps humain avec tout ce qu'on a besoin en nous pour pouvoir réaliser un événement, une performance, enfin quelque chose, un travail demandé, en l'occurrence courir 160 km ou 10 km, peu importe. Et effectivement, il peut être après cette formation et cette formation, c'est chose plutôt naturelle, pouvoir être peaufiné grâce à du matériel technologique plus développé, ça me semble une très très bonne chose. Donc attention les marques aussi dans la communication, ne pas vouloir faire remplacer ce qui doit être fait normalement à l'entraînement avant de pouvoir apporter une touche de peaufinement à la pratique sportive et non comme un remplacement de ce qui n'est pas fait à l'entraînement. D'accord, super intéressant. Surtout, il y a une question aussi d'équité, comme tu le disais, quoi. Et maintenant, on va parler de la traversée du coup de l'Atlantique que tu as fait à la rame. Donc, on aura quelques questions. Comment il est né ce projet et comment tu t'es préparé à ce projet? J'imagine que tu as dû faire pas mal d'ergomètres, de rameurs en salle. Ouais. Je sais parce qu'il y a plein de rameurs qui nous suivent et tout, et je pense qu'ils seraient intéressés de savoir un peu comment t'as préparé tout ça.
Bon, je ne suis pas pour autant rameur, parce que, alors attention, les caractéristiques physiques et psychiques d'un rameur d'un certain niveau, c'est un monde aussi la rame. Hein, pour avoir donc côtoyé effectivement un Thibaut Lecomte, un Pierre Ouin et compagnie. Attention, c'est un monde aussi. Hein, l'aviron et la rame, c'est un quelque chose. Alors, c'est né en retour de Diagonale des Fous. On est en 2017 et je cherche quelque chose parce qu'effectivement, comme je suis zone de confort dans ce que je fais et que je sens que c'est vraiment pile poil le moment de me trouver quelque chose qui me semble impossible à mes yeux. La donnée de base est vraiment celle-là. Il fallait que je trouve quelque chose qui me semble totalement impossible et à vouloir le rendre possible, je peux te dire que, et surtout de le crier haut et fort à tout le monde, t'es bien comme un couillon maintenant, que tu l'as dit à tout le monde et il va falloir que tu le fasses. Et je peux te dire que ça te donne vraiment envie de te lever tous les jours à 5 heures du matin pour pouvoir le faire. Alors, en fouinant dans mon téléphone, je cherchais des trucs, des machins, qu'est-ce que je pourrais me faire qui me semble impossible à mes yeux. Et puis, je suis tombé sur, effectivement, la rame océanique et l'envie de vouloir traverser un océan à la rame. Donc, là, c'est plus pareil que d'avoir une petite paire de baskets et d'aller courir dans son petit massif du Camber là-bas. Hein. Là, c'est véritablement, c'est créer une équipe, c'est rapatrier. J'habite dans les Vosges, hein, les gars, faut pas l'oublier, quoi. Donc, effectivement, que pour un Vosgien vouloir aller traverser un océan à la rame, là, pour le coup, je m'étais pas raté dans le truc, quoi. Donc, alors ça a été délicat. Mais surtout, j'étais rentré dans un univers qui s'appelle l'aventure. Quand tu fais du sport de haut niveau, peu importe le sport, codifié, c'est-à-dire, je sais pas, du volley, du basket, de la danse, de la gymnastique, de ce que tu veux. Le sport de haut niveau est un truc où tu fais un énorme nombre de répétitions le plus incroyable possible pour être capable, le jour de l'événement, de poser quelque chose le plus propre possible. C'est d'ailleurs ce qui en fait la caractéristique du sport de haut niveau. Quand on regarde n'importe quel sport de haut niveau, on a simplement l'impression d'un geste simple, d'un beau geste, très pur, très simple, mais pour en arriver à cette espèce d'esthétisme que l'on voit dans tous les sports, je veux dire, un beau pas de 1 posé chez un biathlète en ski de fond, c'est juste magnifique. Enfin, je veux dire, un double ou un 8 à la rame avec les pelles posées, tournées exactement au même moment, c'est juste magnifique. Ça, c'est des heures et des heures. On minimise totalement les parts d'incertitude. Moi, quand je prépare un ultra-trail, je prépare tout en imaginant tout ce qui pourrait m'arriver et d'avoir la réponse en instantané ou d'éviter même que ça arrive pour minimiser au maximum les parts d'incertitude et dérouler sa partition exactement comme tu l'avais prévu. Ça, c'est la définition même du sport de haut niveau, j'ai envie de te dire. Enfin, l'une des facettes du sport de haut niveau. Ensuite, là, je rentrais dans quelque chose où j'allais me confronter à une multitude d'incertitudes qui allaient me tomber sur la gueule quasiment toutes les heures et qu'il allait falloir y faire face et dont je n'avais été capable. Enfin, c'était totalement impossible. Et ça, c'est l'aventure. C'est-à-dire, tu décides de partir d'un endroit à un autre endroit, à ski, à vélo, traverser la jungle, tout ce que tu peux imaginer comme aventure, et tu y passes ton temps, là par contre, à gérer un grand nombre d'incertitudes totalement impossible à prévoir. Enfin, tu peux pas prévoir qu'au 35e jour, effectivement, il y a une vague qui vient de péter la moitié de ta pelle, que tu tombes à l'eau, que t'es pas loin de rater parce que t'es pas attaché, de remonter sur ton bateau. Enfin, tout ça, il faut être prêt à toutes ces éventualités. Donc, ça veut dire que c'est une autre gestion. Ça, et là, on peut dire que maintenant, j'étais rentré dans l'aventure. Donc, j'ai envie de te dire que ça a bien tordu le cou à pas mal de choses où moi, j'étais capable de prévoir à la seconde près un ultra-trail du Mont Blanc. Alors, tu imagines bien, je le connaissais au caillou près, l'ultra-trail du Mont Blanc. Enfin, là, c'était totalement l'inverse. Et puis, je suis aussi, par exemple, parti le 14 février en étant mais totalement sous-entraîné. Parce qu'il suffisait pas juste d'arriver à une compétition, de retirer son dossard, merci, et puis je prends le dossard, puis demain, je prends le départ de la course. Non, 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 non. C'était totalement autre chose. Ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps j'ai été beaucoup aidé, hein. Attention, une grosse équipe autour de moi, d'amis, de copains, enfin, autour de moi, autour du projet. Hein. Moi, j'étais pas le centre du projet, c'est pas moi. C'était le bateau doit traverser avec un être humain à bord. Et à partir de là, quand on a commencé, j'ai passé beaucoup de temps à mettre tout ça en place et en parallèle à commencer à m'entraîner. Donc pour m'entraîner, il y a un club d'aviron à Gérardmer. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros clin d'œil au club d'aviron. Le président Arnaud Tixier, Baptiste l'éducateur, enfin l'entraîneur, plus tout le staff et les membres du club, ils m'ont donné un coup de main juste énorme pour pouvoir apprendre à faire du skiff et faire une longueur du bassin de Gérardmer en skiff tout droit. Je peux te dire que ça m'a pris une paire de mois parce que alors c'est plus instable que ce truc-là, c'est une vraie saloperie, hein, ce truc-là. Hein. Je veux dire, tu montes sur un avion.
C'est pas évident le skiff, hein. Et pourtant, à Gérardmer, il y a que 1500 mètres. Voilà, ouais, bon, on n'est pas loin des deux bandes, mais je peux te dire que la première fois que j'ai voulu aller à l'autre bout, j'ai dû faire 4 km 5, quoi, tu vois. Effectivement, j'ai fait les 4 coins, c'était juste une horreur. Mais pourquoi aller faire du skiff? Eh ben, parce que mon bateau, en gros, les proportions de mon bateau, c'était 7,60 m, 1,60 m de large, avec une énorme capsule arrière, une capsule avant plutôt pour le matériel, la capsule arrière pour pouvoir éventuellement y dormir, communiquer, manger, se reposer, stocker, voilà. Et la partie du milieu, une partie totalement ouverte avec effectivement 2 pelles, donc des rames, et qui permettaient donc de ramer comme sur un aviron, c'est-à-dire en marche arrière. Et pourquoi en marche arrière? Parce que effectivement, tout le monde ne comprend pas ça forcément, parce que c'est un sport avant tout de jambes, c'est-à-dire le geste dont le corps humain a le plus de puissance, c'est effectivement quand on veut défoncer une porte, j'ai envie de dire, on prend son nez, on arrive, et on a cette gestuelle de taper avec le pied plat comme ça contre une porte. Et ben c'est exactement la même chose. Vous êtes assis sur un banc à roulettes et vous poussez fort avec vos jambes sur une plaque qui est inclinée en face de vous. Et puis une fois que vous avez poussé le plus fort possible, avec les bras, le haut du corps, tout est bien gainé, vous terminez par une virgule qui pourrait terminer la gestuelle pour être sûr d'avoir fait parcourir le maximum de distance et d'amplitude à cette pelle. Et puis rebelote, donc vous ramenez les bras, vous ramenez les jambes, et une fois que vous avez fait comme ça, vous recommencez. On pousse très fort sur les jambes. Voilà pourquoi aussi on va en marche arrière en aviron. C'est pas juste pour rendre encore plus difficile un truc qui est totalement indigeste, parce que en plein mois de février, alors qu'il gèle pas encore sur le lac de Gérardmer, se taper des longueurs aller-retour comme ça en marche arrière avec un ciel gris, c'est plutôt glauque, sauf quand on commence à comprendre la glisse. C'est l'un des rares sports où on a la chance, quelque part, d'avoir la même sensation que quand vous arrivez au-dessus d'une côte en vélo et que ça commence à basculer vers la descente, mais ça à chaque coup de pelle. C'est-à-dire que vous allez produire un effort qui va de plus en plus vite jusqu'à arriver à un moment où vous arrivez à un apogée d'une gestuelle quand vous avez ressorti les pelles de l'eau devant. Et à partir de là, c'est très sympa parce que c'est là où le bateau prend une certaine, voire c'est là où il va le plus vite, alors que vous ne faites plus rien. Et ce moment de glisse, c'est juste un petit moment assez jubilatoire pour les gens qui ont déjà fait l'aviron. Et je suis assez rapidement tombé amoureux de cet instant et des kilomètres à la rame. Alors, pourquoi aller faire du skiff pour préparer dans un énorme barcasse Eh ben parce que effectivement, même au milieu de l'Atlantique, après avoir des heures et des heures de répétition pour essayer d'avoir un geste parfait, alors on n'y arrive jamais en aviron. Il y a les rameurs, je pense que les rameurs qui sont en train qui vont écouter ce podcast seront tout à fait d'accord avec moi. Vous pouvez passer toute une vie à essayer de vous rapprocher du geste parfait, parce que pour le coup, c'est un geste biomécanique qui doit être fait. Il y a le geste parfait si vous le faites faire par un robot, c'est-à-dire c'est pas très compliqué. Vous avez une surface plate, vous avez un point fixe avec la dame de nage, vous avez une pelle d'une certaine dimension et vous avez un bras de levier et vous devez aller chercher la masse. Il y a un geste parfait. Sauf que ce geste parfait, il existe, mais il est réalisé par un être humain qui est quand même plus que mal foutu pour pouvoir se permettre d'aller faire ce geste parfait. Alors, il passe à peu près toute sa carrière à essayer d'aller rejoindre. Alors, il y en a qui ont l'avantage, ou inné, ou après beaucoup, beaucoup de travail, être capable d'être proche de cette gestuelle parfaite. Alors, moi, j'ai essayé de m'en approcher, j'en ai été encore bien loin, mais en tout cas, j'ai passé beaucoup d'heures, effectivement, à essayer de me rapprocher de cette gestuelle parfaite, qui est le gage aussi d'avoir une certaine efficacité en dépensant le minimum d'énergie. Ce qui est le même cas, par exemple, pour un nageur. Vous avez un nageur qui va nager en 3 ou 4 minutes le 50 mètres, il va avoir gesticulé, il aura dépensé toute l'énergie du monde, et vous demandez à un nageur professionnel qui a les principes de biomécanique précises, d'aller chercher les masses solides, ainsi de suite, va dépenser assez peu d'énergie et va nager ce 50 mètres en 26 secondes. Donc voilà, c'est pour ça que j'essayais de m'en approcher, parce que quand je ramais 12 à 13 heures par jour au milieu de l'Atlantique, essayer au maximum d'avoir travaillé ça a été aussi un gage de réussite, d'efficacité, même si j'étais quand même bien loin du skiff, mais d'avoir connu, de m'être entraîné là-dessus, me permettait en situation, en plein milieu de l'Atlantique, d'essayer de m'en approcher. Donc, ça a été beaucoup d'heures. Alors après, effectivement, je ne voulais pas, j'étais en plein milieu de l'océan, donc j'avais pas, ma hantise, c'était de me blesser. Et se blesser en aviron, c'est quand même assez vite fait. C'est le dos, c'est
c'est effectivement les mains, c'est les tendinites. Et quel est le meilleur moyen de se blesser? C'est de faire toujours la même chose. Je vois beaucoup de rameurs, et ça, c'est un mystère pour moi de voir que les gars, ils font que ramer et qu'ils se blessent beaucoup. Le taux de blessure en aviron est énorme parce qu'ils font assez peu d'autres choses. Et donc, j'ai repris la même technique. Donc, effectivement, j'ai passé tout l'hiver, j'ai passé un an à vraiment, un peu plus d'un an et demi avant de partir, à vraiment beaucoup m'entraîner en diversité. Je continue à courir, je continue à rouler, je continue à faire de la PPG, je continue à faire beaucoup de choses et je ramais. Alors je ramais à une proportion assez importante, je te l'accorde, ou sur l'eau, ou quand c'était pas possible, sur ergo. J'avais même un ergo à la maison, là, devant mon mur vert, et je m'envoyais effectivement jusqu'à des fois des marathons, des 50 bornes sur l'ergo. C'est costaud quand même. Mentalement, un marathon sur ergo, faut y aller, quoi. Ouais, c'était. Alors j'écoutais des podcasts ou même je rentrais dans mon geste, et une fois que j'étais dans mon geste, j'étais à déceler le truc parfait, la fluidité. Et Dieu sait si en ergo, quand tu commences à rentrer là-dedans, tu rentres dans la machine, hein, tu deviens un peu la machine et tu rentres avec elle, tu fais symbiose. Alors c'est peut-être, je vais pas dire de l'autisme, mais c'est une espèce de méditation assez particulière qui ne me déplaisait pas. Non, voilà. Ouais, du coup, demander si après après ton séjour, enfin ton long séjour sur l'eau, tu avais eu au niveau de pertes musculaires vu que tu pouvais pas forcément énormément bouger, un peu à l'exemple de ce qu'on a vu avec Thomas Pesquet quand il est revenu de l'espace, qu'il fallait le porter parce qu'il était affaibli. Ouais, exactement. La même. Je suis arrivé en Martinique. Pour un Vosgien, j'ai le mal de terre. Je n'ai pas du tout ressenti le mal de mer quand je suis parti. Par contre, le mal de terre, j'ai pris cher avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es à terre sur un point fixe et effectivement, c'est compliqué. T'as l'impression que ça bouge toujours. Donc ça, c'est pas évident, mais surtout, énorme fonte musculaire au niveau des jambes, malgré tout ce que je viens de vous raconter qu'il fallait pousser. Il arrive un moment, tu pousses plus non plus dans une certaine forme de violence. T'es pas sur un 2000, hein. Là, tu es vraiment dans un accompagnement au quotidien pendant 12 à 13 heures. Grosse difficulté à marcher. J'étais obligé de me faire un peu soutenir, entre guillemets. Et puis, j'ai mis 2 mois à pouvoir recourir. 10 jours après, je remarchais, j'ai voulu aller courir 5 bornes là, le long tout plat. J'ai fait 2 kilomètres en espèce de trottinement, j'ai envie de te dire, et je suis revenu à pied. J'ai l'impression que j'étais au bout de ma vie, quoi. C'était 10 jours après la ligne d'arrivée. Donc voilà, un peu l'état physique dans lequel j'étais. T'y mets aussi une forme de dépression quand tu passes 2 mois et demi tout seul en mer. Tu tombes dans un espèce d'abîme à te demander ce que tu fais bien là, si tu es vraiment utile, et ainsi de suite. Plus pas mal d'escars. Alors les escars, c'est un pourri. Je suis littéralement en train de pourrir. Donc ça arrive plutôt chez des personnes âgées qui n'ont plus la faculté de renouveler correctement la circulation sanguine, et ainsi de suite, et qu'il y aurait des zones du corps qui ne sont plus assez innervées, entretenues, hein, parce que sinon tu pourris. Enfin voilà, si t'as pas le sang qui tourne dans tout ça. Effectivement, au niveau des fesses, du dos, j'avais chopé quelques escars. Le temps que le corps, et je peux te dire que le corps, c'est un gros boulot pour lui, hein, de réparer un peu tout ça. Donc effectivement, je suis revenu 2 mois et demi, c'est long. 72 jours, c'est assez long. Et je suis revenu dans un état physique qui était pas flambe du tout, vraiment. Je pense que là, je me suis collé quand même une paire de points de vie en moins avec cette histoire, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'ai tellement vécu un moment juste incroyable avec moi-même. Ça a été aussi la construction d'un projet à plusieurs, enfin d'une épopée incroyable. Comme quoi, des fois, juste avec une idée, une étincelle, et on peut créer toute une histoire avec tout un groupe. Et c'est ça aussi qui est chouette. C'est-à-dire, il faut pas non plus s'arrêter à simplement à son domaine de compétence. Moi, je réfute l'idée d'imaginer de cette idée à tout prix de vouloir capitaliser en faisant des études jusqu'à 25 ans. Et puis à partir de là, j'essaierai de faire avec ça jusqu'à la fin de ma vie. Non, voilà, j'avais 40 ans et je me suis dit, non, tiens, j'aurais pu très bien continuer comme ça dans le travail, machin, bidule. Non, j'ai besoin d'un impossible et j'espère même jusqu'à la fin j'espère que la veille de mourir, j'aurai encore l'idée d'un impossible à rendre possible qui me donne un énorme moteur de vie. Voilà. D'accord. Et du coup, après toutes ces aventures, maintenant, c'est quoi tes prochains objectifs, tes prochaines aventures? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Bien sûr, j'ai envie de traverser le Pacifique à la rame en équipage, de choisir 4 ou 5 îles et d'aller à la rencontre du peuple du Pacifique pour non faire forcément un état des lieux, même si
même en vous le disant, vous imaginez bien que ils commencent à avoir les pieds dans l'eau et que ces gens vont bientôt devenir des réfugiés écologiques et que de les voir arriver sur les côtes occidentales en les mettant purement et simplement dans des camps de réfugiés écologiques est juste insupportable à mes yeux parce que on est tous des humains et c'est juste insupportable d'entendre ce genre de choses. Bref, c'est comme ça. Donc effectivement, l'idée c'est de traverser le Pacifique à la rame en équipage avec un voilier qui va me précéder. Avec une grosse équipe de tournage pour aller effectivement à la rencontre du peuple du Pacifique, pouvoir diffuser ça, je sais pas, sur Arte ou Ushuaïa ou autre Trek, et pouvoir donner aussi qu'on les connaisse mieux ces personnes-là et que si on les connaît mieux, ils deviennent déjà un peu des amis au travers de notre écran de télévision ou des chaînes YouTube qui pourraient un peu plus nous donner envie de les accueillir autrement que de les accueillir simplement comme des chiens. Bon, bref, ça, c'est la grande idée. Alors, c'est une grande odyssée, hein, de partir à 4, comme ça, traverser le Pacifique. Ce serait une aventure incroyable, qui aura peut-être lieu dans 10 ans, hein, je sais pas, parce que c'est compliqué à monter ce genre de projet. Et en attendant, effectivement, j'ai la ferme intention et la nécessité, de pouvoir, effectivement, poser d'autres aventures qui vont me permettre, non pour flatter mon ego, parce qu'à 44 ans, j'ai pas votre âge, les gars, tu penses bien que flatter mon ego, j'en ai passé l'âge, mais véritablement de me faire connaître, ainsi que peut-être que les gens qui m'accompagnent dans tout ça, en tant qu'aventurier et qui pourraient donner du crédit à la possibilité que de gros partenaires, parce que c'est inévitable, puissent peut-être m'accompagner pour un projet de grande envergure de traversée du Pacifique. Donc, effectivement, je monte crescendo dans les aventures et là, j'étais parti pour vouloir réaliser une performance sportive sur un Paris-Dakar à vélo et ça ne va pas être possible pour les raisons que l'on connaît tous. Et par contre, j'ai repris les mêmes mensurations et j'ai presque envie de te dire c'est pas plus mal parce que je vais donc partir dans un projet qui est nommé Gallia 480. Gallia comme la Gaule en latin. 480, c'est 20 jours, c'est le nombre d'heures en 20 jours. Et du coup, ce Gallia 480 va me permettre, va me conduire à vouloir à vélo de partir de Paris, Brest, Menton, en passant par Grenoble, Gap, Sisteron, Menton, Perpignan, Andaille, Bordeaux, Dunkerque, toute la frontière belge, Strasbourg, et je reviens à Rochesson, dans le village où j'habite. Ça fait 5300 kilomètres que j'ai envie de réaliser en moins de 20 jours, donc ça fait une moyenne de 265 kilomètres de vélo par jour. Alors ça, c'est quelque part la performance physique un peu, mais ce n'est qu'un fil rouge à l'idée aussi que depuis un an, hein, vous tous, étudiants, gens qui habitaient dans les villes, qui travaillent et arrivés le soir 18h sont obligés de s'enfermer chez eux, cette espèce de vivre ensemble, cette espèce de partage a été totalement, c'est principalement ce que à peu près tout le monde souffre, j'ai envie de dire. Alors quand tu es étudiant, il y a plus de fêtes entre étudiants, sinon si elles se font en catimini ou dans un bazar où on est tous, c'est un vrai manque de liberté, mais on est tous, jeunes comme moins jeunes, avec cette idée de partager une fête sous un arbre en plein été, à danser tous ensemble, genre cette possibilité de vivre ensemble à la France, pas du tout les soirs, après 265 ou 270 kilomètres, traverser la France en 20 jours, à changer de décor, juste incroyable, hein, tous les 200 ou 300 kilomètres en France, tu changes de décor, t'es juste porté dans quelque chose de juste beau, hein, c'est magnifique. Et donner aussi la possibilité à tout à chacun de venir faire 5, 10, 15, 200, 300 ou 500 kilomètres avec moi et de partager un véritable moment de partage. Alors, encore pareil, je mets une étincelle, je serai le manutentionnaire, mais c'est tout le monde qui vont venir se greffer à l'aventure, ou à coup de pédale, ou à coup de tiens, je t'ai préparé un café, une part de tarte au bord de la route devant chez moi sur une table de camping, ah, tiens, tu viens dormir à la maison ce soir. Toutes ces personnes vont faire l'histoire. Moi, voilà, j'ai mis l'étincelle et j'espère que voilà, et ça va aussi un petit peu tordre le cou à ce qu'on pourrait des fois voir dans les médias ou entendre dans les rabat-joie dire oh ben le français, attends, ils sont tous égoïstes, ils pensent qu'à eux. Non. Et je pense que à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, bizarrement, et je pense que si je vous posais la même question, vous diriez pareil. Un soir, devant chez vous, voyez un gars ou un couple ou avec les vélos plein de sacoches en train de traverser et de chercher un endroit où dormir, je connais très peu de personnes, à part 2-3 tarés, qui seraient pas prêts à ouvrir leurs portes et à vouloir aussi offrir et à échanger un bout d'histoire, parce que forcément que ces voyageurs ont plein d'histoires à raconter qui agrémentent le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Enfin voilà, j'espère ne pas avoir été un peu trop chiant avec ma réponse, mais voilà, en gros, l'idée de Gallia 480. Et d'année en année vont se dérouler d'autres aventures, tout aussi engagées les unes que les autres, et à chaque fois avec du sens, pour qu'il y ait une belle histoire à raconter et pas simplement une performance sportive.
Super projet. Si tu passes à 3, bah, c'est avec plaisir que je t'accueillerai ou je roulerai quelques kilomètres avec toi. Départ 3 mai de la Tour Eiffel, arrivée l'église de Rochesson, dans le 88, dans les Vosges. Après, arrivée donc le 23 mai avant 11h du matin, parce que je parle à 11h du matin de la Tour Eiffel le 3 mai. Et par l'itinéraire, alors voilà, sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Stéphane Brognard. Et plus on va se rapprocher, plus il y aura hashtag Galia 480 devrait facilement tourner et permettre d'en savoir davantage. J'aurai une puce aussi qui permettra à tout à chacun de savoir où je me trouve. Et voilà. Et là, actuellement, sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué la liste des plus de 600 communes que je vais traverser. Et donc, de près ou de loin, sur un parcours comme celui-là, bon, c'est jamais très loin d'à peu près tous les Français, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je passe près de Troyes. Quand je remonte de Bordeaux, de Dunkerque, je longe vraiment toute la frontière. Et après, je vais vers Strasbourg. Et Strasbourg, je reviens par là. Alors, je suis pas sûr que Troyes, pour le coup, soit vraiment très loin. Mais bon, auquel cas, ça te fera un petit peu de kilomètres pour venir rejoindre la trace. Du coup, aussi, avant de terminer, on conseille à tous ceux qui nous auraient écouté d'aller voir. C'est sur YouTube, je crois, sur ta chaîne, qu'il y a le film qui retrace ton aventure à travers l'Atlantique. Oui, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez donc voir, il y a un 27 minutes qui permet de retracer mon aventure avec les prémices, comment ça s'est organisé. Sur cette chaîne YouTube, on met en place on commence à être un peu plus fidèle dans le rendez-vous, voire dans le design, et je mets pas mal de mes balades. Là, je suis allé faire 2 jours des sommets dans les Alpes en ski de rando. On a fait une vidéo. On essaye de tout doucement d'agrémenter cette chaîne YouTube et voilà. Sinon, la photo du jour, tous les jours sur Instagram, ou presque tous les jours, et un peu toute mon actualité au gré. Mais voilà, si les gens cherchent bien, ils devraient avoir pas mal de choses. Et l'écriture d'un livre qui est en train de s'écrire en ce moment parle non de forcément de sport, mais la manière et la construction, j'ai envie de dire, mentale, qui donne un jour envie d'aller vers du trail, l'ultra-trail et d'aventure. Et pourquoi les choses ne se font pas juste comme ça dans la vie, et quel sens j'ai voulu donner à cette activité qui aurait pu être la clarinette ou la cuisine, et ça a été le sport, et que j'ai utilisé comme un outil pour parvenir à... Voilà la mécanique, je veux dire, et tout ça, je le résume dans un livre que je l'espère devrait sortir fin de l'été ou tout début à la rentrée, quoi. Voilà. Encore un beau projet. Bon, bah, on te remercie pour avoir accepté d'échanger avec nous et on espère que tout se passera bien pour toi pour cette année 2021. Ouais, bah merci à vous les gars. Hein. Longue vie, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme ça qu'on dit dans les cas-là. Longue vie à votre place, et puis surtout à la réussite de vos études, et que vous en fassiez quelque chose de chouette, parce que ça ne doit pas être la situation la plus facile actuellement que d'être étudiant ou jeune employeur. Enfin voilà, c'est quand même compliqué en ce moment, j'imagine. Donc je vous souhaite bien du courage. Je préfère avoir été jeune entre guillemets à mon époque qu'à la vôtre, mais en espérant qu'elle s'améliore. Voilà. Merci. Allez, salut. De rien. Salut les gars. Salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify, et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.